Madame, Monsieur, bonsoir. On en sait un peu plus sur les règles qui régissent le secteur funéraire au Bénin. Le document promulgué maintenant fixe les règles applicables à l'exercice des activités funéraires et les conditions. Les candidats aux divers examens, eux, sont désormais fixés sur le sort. Les résultats sont connus. Dans ce numéro de Actu et Débat, nous allons procéder à l'analyse de ces résultats obtenus et bien sûr les enseignements, les principaux enseignements à en tirer. Ce sera avec Distel Amoussou et Arémi Choubadé, déjà en studio. Chers invités, bonsoir. Oui, bonsoir Brisbille Aïtidi, bonsoir Distel. Bonsoir aux amis auditeurs, bonsoir les retraités, bonsoir Brisbille Aïtidi. Merci d'être présent à ce rendez-vous de Actu et Débat, mise en onde par Hilaire Espoir à Gaiement, prise de vue, Job Chiquet. Actu et Débat. Alors, les résultats aux examens de fin d'année sont connus. Pour le compte du bac, on a eu un taux d'admissibilité de 56,93% contre 63,08% en 2023, 113,74% au BEPC, brevet d'études du premier cycle en 2024 contre 69,21% en 2023 et enfin 89,67% en 2024 pour le CEP contre 81,29% en 2023. Distel Amoussou, c'est dans l'ensemble des résultats encourageants. Oui, et à ce sujet, il faudra saluer déjà la détermination des enfants, des apprenants, n'est-ce pas, qui, grâce aux réformes, commencent à prendre conscience de l'évidence, n'est-ce pas, de leur proactivité aux travaux académiques. Remercier les parents pour, n'est-ce pas, leur engagement aussi à leur tour à accompagner leurs enfants dans le cursus scolaire. Remercier les enseignants qui, eux, il faut le dire, on n'a pas de mots pour les remercier, c'est un sacerdoce pour eux, n'est-ce pas, d'accompagner les apprenants sur le parcours du savoir. Et enfin, remercier le gouvernement, l'État béninois qui a engagé des réformes, n'est-ce pas, ces réformes depuis 3 années scolaires dernières, nous, ont commencé par apporter leurs fruits. C'est ainsi que globalement, on peut observer, n'est-ce pas, au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO, que au niveau du baccalauréat, n'est-ce pas, le baccalauréat béninois, de par sa qualité, n'est-ce pas, caracole aujourd'hui en tête, n'est-ce pas, des honneurs et des considérations qu'ont ce premier diplôme universitaire dans la sous-région. Donc, dire globalement que les réformes instaurées par le président Patrice Talon et son gouvernement ont commencé par apporter leurs fruits. On a moins, n'est-ce pas, de grève, où on n'a plus du tout de grève pendant une année scolaire. Et cela n'est pas sans peine pour les enseignants, et donc il faudra aussi remercier les enseignants qui jouent leur partition désormais pour que nos apprenants soient au point et face aux divers examens, n'est-ce pas? Alors, Rémi Choubadé, quel est le regard que vous portez sur cet aboutissement, ces différents résultats obtenus en 2024? C'est compliqué de commenter ce genre de résultats. Compliqué? Oui, chaque année, il y a des pourcentages. En fait, pour pouvoir s'exprimer, c'est qu'au départ, on avait des objectifs. Hein? À la fin, on se demande si on les a atteints ou pas. Bon, on compare des fois même le Bénin à la sous-région comme si c'est le même examen qui est proposé partout, comme si c'est les mêmes épreuves, comme si c'est les mêmes conditions d'enseignement ou d'apprentissage. Donc on peut comparer que des choses comparables. Bon, des enfants qui obtiennent des parchemins, d'autres qui n'en obtiennent pas. Bon, on dit d'analyser des pourcentages qui sortent de nulle part. Je ne connais pas les objectifs de départ. On ne sait pas, un petit exercice, on peut me dire, oui, cette année ou l'année passée, il y a eu 10% de réussite.
et que c'est seulement, ou bien c'est 9% des réussis qui ont été enrôlés dans les universités, qui ont poursuivi les études cette année, on espère atteindre. Alors, vous voyez, à ce moment-là, bon, on peut demander. On peut avoir des statistiques claires. Voilà, on peut comprendre, on peut apprécier, on peut commenter. Sinon, si on vous dit oui, il y a. Même si on dit qu'il y a 100% de réussite, et qu'on dit oui, ça y est, c'est parce que les enseignants travaillent mieux, parce qu'il n'y a pas de grève, parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ça ne se comprend pas. D'autant plus que ça revient comme une ritournelle où on dit oui, le niveau a baissé, les enfants n'ont pas le niveau, etc. Bon, quand on fait ce débat-là, on vous sort ces analyses, et qu'en même temps, on vous dit oui, il y a amélioration du taux de réussite, etc. Finalement, pourquoi là dans les diplômes, on estime qu'ils n'ont pas les diplômes, le niveau. On dit qu'il y a même des aides de compétences. Pourtant, on continue de délivrer des diplômes. Et on se demande à quoi ça va servir tout ça. Et qu'on a besoin de compétences, on est obligé d'aller chercher des compétences à l'étranger. Pourtant, quand on donne des diplômes à l'intérieur, il y a tous ces débats qu'on doit mener. Sinon, je crois qu'on va biaiser pour dire oui. Parce que vous savez, au bac, ça a baissé. Cette année, au BPC, ça a augmenté. Alors, on fait les années dans quel sens? Dans le sens que tout a baissé ou tout a augmenté. À quoi cela est-il dû selon vous? Cette régression au baccalauréat. Moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas dans le milieu scolaire. On veut justement avoir des éléments. Ce qui se passe, non? Mais nous voulons avoir des éléments d'appréciation. On nous dit qu'il y a des heures de compétences. Et lorsqu'il y a des challenges au pays, vous avez vu au RTB, il y a 6 ans, c'est plus quand, ou 5 ans, on a lancé l'appel à candidature, qu'on a déclaré infructueux. Et que tous ceux qui ont postulé, aucun n'avait la compétence nécessaire pour diriger, pour gérer. Et le gouvernement a continué à traîner des intérimaires pendant plusieurs années. Le dernier DG qui est parti, il a fait intérim pendant 5 ans. Parce que l'appel à candidature n'a pas abouti. Ça, c'est juste un petit exemple. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on vous donne ces chiffres-là, vous ne savez même pas à quoi vous en tenir. On dit le niveau baisse. Le taux d'admission augmente. Ça répond à quoi? Le niveau baisse et le taux d'admission augmente. Je veux comprendre. Et on nous dit oui, parce qu'il n'y a plus de grève. Même quand il y avait les grèves, on avait des taux meilleurs. Il y avait les grèves, il y avait des taux meilleurs. On a eu jusqu'à 80%, il ne sait plus à un bac ou soit en 10%, quelque chose comme ça, de ces gens. Maintenant, il n'y a plus de grève. Et ça a baissé. Bon, enfin, on fait l'analyse dans quel sens? Ça n'a pas baissé pour tous les examens, uniquement le baccalauréat. C'est pour ça que vous dites. Cette année, le CEP et le BPC ont connu une augmentation. Je suis entièrement d'accord parce que c'est des taux qu'on nous donne. Mais ça répond à quoi? Il faudrait que ceux qui sont chargés de l'enseignement. Il faut des critères d'évaluation, d'analyse. C'est même avant d'aller à l'examen qu'on nous a fait le débat. Pour qu'on vous dise oui, on manque cruellement de telle catégorie. Moi, j'ai des enfants, des jumeaux qui étaient au bac, je ne sais plus, 2017-2018, bac C. Mais ils n'ont pas trouvé de place à l'université. Ils sont restés à la maison. Non, attendez, notre problème. Non, ils n'ont pas trouvé de place à l'université. Alors qu'on dit qu'il faut privilégier le bac scientifique. C'est-à-dire qu'on dit que ça, c'est un bac, parce qu'il n'y a pas suffisamment de... Mais ils n'ont pas pu s'inscrire en sciences physiques et en mathématiques à l'université. Ils sont restés à la maison. Je ne sais pas. Ils ont même commencé les cours avant que on ne les renvoie pour dire non, ils n'ont pas rempli les critères. On n'a pas cherché à savoir les raisons. Mais si je suis arrivé, je suis allé quand même. On a tapé toutes les portes possibles. J'étais conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale. Et donc je pouvais frapper à des portes, mais je n'ai pas pu. Mes enfants sont restés à la maison pendant un an pour préparer le bac D, avant qu'ils ne continuent leur cursus. Donc c'est la réalité ça. Quand on vient nous chanter des choses à la télé, ça n'a rien à voir avec la réalité. On nous dit que le niveau baisse. Vous êtes là, vous avez reçu des stagiaires ici, vous voyez que pour rédiger des papiers, tous les problèmes que vous avez. Pourtant, on vous a dit que ces gens-là ont le diplôme. Alors, je veux comprendre. Ils ont le diplôme. Donc, sur le terrain, ils ne sont pas efficaces. Je peine à comprendre le problème que pose réellement Arimi Choubani. Bon, sauf que je peux risquer ou brusquer de dire que effectivement, il nous faut des critères d'analyse et d'évaluation, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas se cantonner sur des chiffres, n'est-ce pas, pour analyser. Est-ce que l'exercice est d'analyser la qualité de la formation?
la qualité de l'enseignement aujourd'hui, est-ce que l'exercice est d'analyser les mouvements, n'est-ce pas, de progression ou de régression des taux de réussite, ou de faire une comparaison dans la sous-région sur la qualité de l'enseignement donné aujourd'hui au Bénin et les autres pays, ou les taux, ou à comparer les taux par rapport aux autres pays. Donc moi je voudrais vraiment cerner et quel est le fond de la qualité de l'enseignement aujourd'hui, les efforts, ce qui est sûr, les efforts engrangés et tout ça, les réformes, ce qui est sûr, sont l'aboutissement des résultats obtenus. Ce qui est sûr est que dans le secteur de l'éducation aujourd'hui, nous notons qu'il n'y a plus de grève. C'est un fait. Nous notons que le programme est exécuté pleinement. Ce n'est plus comme par le passé où on notait des chevauchements, des escamots au déroulé, n'est-ce pas, du programme d'enseignement. Donc, à part cette évidence-là, moi, je ne peux pas dire, oui, ce taux-là, c'est un taux qui apporte ou qui répond à telle norme. Je ne peux pas, j'ai pas les éléments d'analyse. Je ne peux pas non plus évaluer, n'est-ce pas, la qualité, n'est-ce pas, de l'enseignement qui est donné aujourd'hui. Donc, je crois que globalement, il appartiendra aux responsables, aux acteurs dans chaque secteur là ou dans ce secteur là de nous dire, n'est-ce pas, quels sont, comme le dit Arabi, quels étaient les objectifs fixés en amont, et aujourd'hui est-ce qu'ils ont pu, n'est-ce pas, remplir le cahier des charges, est-ce qu'ils ont pu, n'est-ce pas, atteindre ces objectifs-là. Il appartient aux acteurs de nous. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui beaucoup d'efforts se font pour améliorer la qualité de l'enseignement, la qualité des conditions de travail et de vie des acteurs du secteur. Ah, écoutez, j'entends des AME qui continuent de grincer les dents. Bon, maintenant, oui, c'est vrai que globalement, on note une augmentation du point salarial au niveau de tous les fonctionnaires de l'État béninois. Oui, donc cela a forcément impacté le milieu éducatif, le milieu enseignant. C'est vrai, mais c'est aussi vrai qu'il reste beaucoup à faire. Il reste des salles de classe à fournir, il reste des tables bancs par endroit, il reste le matériel didactique dans d'autres contrées, il reste, n'est-ce pas, à régler le problème du ratio enseignant et apprenant, parce que le pléthore au niveau des effectifs qu'on observe dans les écoles publiques, ça et là, nous parle et nous interpelle. Et donc, je crois que le challenge reste persistant. Le défi reste entier, et ce n'est qu'en évoluant pan par pan ou pas par pas que nous pourrons, n'est-ce pas, atteindre les objectifs de l'éducation pour tous dans notre pays. Le défi reste important. Arabi Choubali, quelle perspective on peut entrevoir pour la rentrée prochaine au regard de ces résultats-là, au regard de toutes les irrégularités, que vous avez soulevées? Non, moi je n'ai pas soulevé une irrégularité, j'en nage en pleine communication. Vous en avez parlé, vous avez... Oui, on nage en pleine communication, donc on peut vous faire... On peut construire toute une histoire à partir d'un chiffre. On peut vous dire, oui, les réformes marchent bien, quand même le taux baisse, on peut vous trouver toutes les justifications possibles. Mais dans la réalité, nous savons tous que nos enfants, quand ils sortent de l'université, tout le monde ne va pas plier pour pouvoir les envoyer à l'extérieur. Aujourd'hui, quand il finit le bac, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, ou si éventuellement il arrive à obtenir la licence, on fait quoi? Les gens vendent même des parcelles, c'est pas, font des dettes pour pouvoir faire partie. Aujourd'hui, moi, même des enfants partis étudier au Niger et au Burkina. Il y a 10 ans, cela pourrait paraître même extraordinaire, c'était le phénomène contraire. Vous voyez, vous avez à côté ici Serco, qui a fermé une grande université. Ils sont où? Ils sont soit au Burkina,
soit à Abidjan. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qui a été amélioré par rapport à ça? Et nous-mêmes, notre chef d'État a même constaté qu'il y a un désert de compétences. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et nous voyons dans les nominations tous les jours qu'on fait recours. Non, mais est-ce que l'éducation est une priorité? Combien on met dans la... L'éducation est une priorité. Oui, combien on met dans l'éducation? Combien on a mis? Quelle est la volonté? On a vu le chef d'État dans un élan de déclarer que 30 lycées agricoles modernes en octobre 2021. En 2024, aucun de ces lycées n'a vu le jour. C'est un problème. C'est-à-dire, quelle est la part de l'éducation dans le programme? C'est de ça qu'on parle. Combien, quand on parlait de façon chiffrée, combien d'enseignants ont été recrutés en 8 ans? Le système des AME, combien de promotions de AME on a eu depuis 8 ans? Et ceux qui ont été recrutés, je ne sais pas, depuis 5 ans ou quand, quelle est leur situation? Je crois que c'est l'année passée seulement qu'on a demandé, qu'on a permis aux femmes AME d'avoir des congés de maternité. Vous savez ce que ça veut dire? Que pendant 4 ans, les femmes sont interdites de tomber enceinte. Ou si vous prenez les livres de tomber enceinte, vous allez accoucher en classe parce que vous n'avez pas de congé de maternité. Mais à ce niveau, il n'y a rien d'inédit. Hein. On parle d'être humain. S'il vous plaît. On parle d'être humain. S'il vous plaît. Je ne peux pas t'embaucher dans une société. Je te donne un contrat à durée indéterminée. Et puis le mois qui suit, tu viens me présenter une demande de congé de maternité. Tu as déjà produit quoi? S'il vous plaît. Pour mon entreprise, pour que je puisse sortir de l'argent pour payer tes congés. On parle d'être humain. Je crois que je suis d'accord avec votre blague. Il faut être rationnel dans Je suis d'accord avec votre blague. Mais ici, on parle d'être humain. C'est pas une blague. Vous recrutez des gens et vous leur interdisez d'avoir des congés de maternité pendant 4 ans, 5 ans. Il faut de la rationalité. Je vous en prie. Je suis d'accord avec vous. Arémi Choubani, c'est fait aujourd'hui, on peut s'en féliciter, non? Non. Moi, je ne veux pas m'en féliciter. Je vais m'en féliciter. Pourquoi? Parce qu'on a accordé à des êtres humains leur droit de procréer. Il y a un problème. Il y a Thomas, vous êtes d'accord qu'elle aille accoucher en classe parce qu'elle n'a pas eu de congé de maternité? Ah non, il y a des choses avec lesquelles on peut blaguer, mais il y a des choses sur lesquelles, quand même, avec la solennité requise, mais il y a des amis qui sont vos auditeurs. Non? Vous leur dites, mais on s'en fout de vos congés de maternité parce que vous n'avez rien produit. Il faut planifier la procréation. Bon, enfin, comme disait Macron, que les nègres font trop d'enfants, je suis d'accord avec vous. Merci. Je ne suis pas macroniste. Attention, je ne suis pas macroniste. Ça, c'est votre problème. Merci à Arémi Choubani d'Istel Amoussou. Deuxième sujet, désormais au Bénin, les inhumations ont lieu dans un délai de 30 jours au plus tard après le décès, sauf prorogation accordée par le procureur de la République compétent. C'est l'une des innovations du décret portant réglementation des activités du secteur funéraire promulgué récemment. On note également, entre autres, le type de cercueil autorisé, la conservation des dépouilles mortelles dans un funérarium, l'organisation complète des obsèques, la gestion des cimetières, la marbrerie funéraire, les établissements funéraires ainsi que les normes au sein des morgues. Arémi Choubani, votre appréciation de ces nouveautés-là? J'aurais pu applaudir si je n'avais pas écouté Médard Koudébi, qui revendique. Médard Koudébi, c'est qui? Il est président d'une ONG, il est béninois, je crois qu'il doit vivre à l'étranger. S'il n'avait pas écouté, dit qu'il est l'un des promoteurs des instigateurs de cette réglementation. Il estime que les propositions ont été faites depuis 2014, validées depuis 2014, il fallait juste prendre la décision politique et qu'il n'est pas intervenu jusqu'à ce jour. Et il découvre que dans le libellé, on a extrait des parties. Parce que vous savez, nous avons apprécié par rapport à ce qui se passait, mais il estime que c'est pour la première fois au Bénin qu'on fait une réglementation. On a extrait quoi? Des articles qui ne figurent pas dans le document. Et il a demandé qu'au moins qu'on rattrape ça dans les arrêtés d'application. Parce que le décret est promulgué, c'est vrai, mais il faut maintenant rattraper ce qu'on a omis ou volontairement soustrait, parce que lui, il ne parle même pas d'omission. Il a parlé de manipulation. Et qu'on n'a pas tout présenté au chef de l'État pour prendre en compte ce qu'on peut appeler les réformes à ce niveau-là. Et donc, je crois que c'est une piste qu'il faut creuser davantage pour savoir si on est allé vraiment au bout
de la réglementation ou si on l'a biaisé pour une fois qu'on a décidé d'y aller. Et à situer les responsabilités parce que lui, il a estimé que des techniciens à un niveau donné, parce qu'ils ont eux-mêmes des intérêts dans le processus, on fait cacher. C'est ce qu'il a dit, qu'ils ont caché des aspects au chef d'État. Et que bon, la version qu'on lui a présentée et qui a été promulguée, que ce n'est pas la version qui a été définitivement adoptée. Est-ce que vous, personnellement, vous avez l'impression que tout a été pris en compte? De quoi? Moi, je suis obligé de me fier aux spécialistes en la matière. Donc, celui-là qui a une... C'est pas qu'on lui avait posé la question, lui-même, il s'est insurgé contre le contenu du décret qui a été promulgué. Et il a dit non, mais écoutez, moi laissez-le finir. À la vérité, non, il a déjà dit l'essentiel. À la vérité, M. Koudébi est connu par rapport à ce sujet-là depuis plusieurs années. Il a fait un travail technique autour du dossier. Il a ventilé partout, n'est-ce pas? Il m'a fait l'honneur, n'est-ce pas, de m'envoyer ses travaux. Il en a envoyé à d'autres sources également. Mais il y a un fait, il y a que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas associer, n'est-ce pas, celui-là qui depuis, n'est-ce pas, une décennie derrière est en train de taper du poing sur la table, de faire des dénonciations sur la mauvaise gestion des morgues dans notre pays, de faire du bruit, n'est-ce pas, autour de cette filière-là et de dénoncer tout ce qu'il y a comme pratique malsaine, n'est-ce pas, dans ce secteur-là. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que lorsqu'on a voulu enfin prendre une décision pour réformer ce secteur-là, on n'a pas pu lui accorder une petite audience, n'est-ce pas, l'écouter, n'est-ce pas, et intégrer, n'est-ce pas, la pensée, l'esprit du travail qu'il avait effectué. On l'a pas fait. Et j'ai comme l'impression qu'il y a eu de l'usurpation ou qu'il y a eu même du plagiat. L'usurpation de quel côté? Oui, l'usurpation, parce que si le monsieur a pris sur lui la responsabilité de mener seul un combat pendant plus de 10 ans, n'est-ce pas, autour d'un secteur qu'il semble connaître, parce que j'ai eu dit qu'il travaillait dans ce secteur-là sous d'autres cieux. Donc il a la maîtrise des réalités, que ce soit en Europe ou que ce soit chez nous. Et il a pris sur lui la responsabilité de mener le combat, tout seul pratiquement. Mais lorsqu'on a fini par décider de pas l'écouter, mais de travailler, de réformer les choses dans ce secteur-là, je dis, c'est un Béninois. On aurait pu l'écouter. On aurait pu l'associer à un comité technique de travail. On aurait pu, n'est-ce pas, pas l'interpeller, mais l'écouter, n'est-ce pas, sur l'esprit du travail qu'il a abattu et l'esprit du combat qu'il a mené et une décennie durant. On l'a pas fait. Bon, on a pris les décisions. Il a sa position par rapport à cela. Il souhaite que d'autres pans soient rattrapés. Je crois qu'enfin, dans ce pays, les autorités vont apprendre à écouter et à associer les personnes qui sont aussi des Béninois, qui initient des projets ou qui initient des choses, des démarches ou qui font des dénonciations pour la construction de la société, pour la construction de notre environnement, de notre écosystème, de notre mieux-être et de notre vivre en commun. On va s'en tenir maintenant aux nouveautés contenues dans le décret promulgué. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils pourront véritablement changer quelque chose dans le secteur, assainir le milieu? Ben oui, non, on parle de délai de séjour des corps dans les morgues. On parle de... Vous savez, ça change beaucoup de choses. Il faut du temps pour organiser tout ce qu'on sait autour des funérailles. On parle désormais des cercueils biodégradables. On parle de modèles de cercueils. On parle de beaucoup de choses. Or, on sait très bien qu'il y a une certaine économie qui s'est développée autour de
des funérailles au Bénin depuis des années. Vous savez, quand quelqu'un décède dans une famille, c'est le plus grand événement. Ça dépasse un mariage, un baptême et tout ça. Donc, tout le monde se réunit. Alors, donc, si on devait modifier tout ça, c'est forcément un impact sérieux dans notre quotidien. Bon, enfin, est-ce que... On a même vu, vous savez, il y a eu dans le passé des tentatives où on disait, oui, avec des cérémonies ruinées, il faut limiter... Et bon, il faut compter maintenant avec la capacité d'adaptation et de contournement des règles. Il y a eu la loi Sado, non? La loi est passée ou pas? Non, enfin, avant la loi Sado, il y avait même des décisions qui étaient prises sous la Révolution pour limiter. Bon, après, quand la Révolution est partie, les gens sont revenus au galop pour retrouver... Vous pensez que les 30 jours ne seront pas respectés? Non, j'ai lu quelque part que les Béninois sont très ingénieux. Tout à fait. Ils pourront changer de morgue au bout des 30 jours, par exemple. Même ne pas déclarer un décès. Juste pour gagner du temps. Enfin, on va voir la capacité de contournement. Ça va être une faute. Oui, c'est pour ça qu'on dit. Ça va être dans la capacité de contournement de la loi. Parce que ça arrête. Même ceux qui ont leur morgue, ils auraient souhaité. Bon, maintenant, en fait, on regarde les corps, pourquoi? Non, ça c'est. Écoutez, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ici que nous allons rebâtir la société du Béninois. Il faut interroger la sociologie. Parce que dans les années antérieures, ça ne se faisait pas comme ça. Pourquoi? Moi je suis musulman, donc ça ne me concerne pas. On va poser la question à Adissel Amoussou. Si mon père décède. Pourquoi ça a changé? Parce que dans les années 80, ça ne se passait pas comme ça se passe aujourd'hui. Mais écoutez, je ne suis pas sociologue, donc du coup, je ne peux pas vous dire. Par contre, je suis une tête couronnée, je peux vous dire que il n'y a pas de loi spécifique ou de règle spécifique dans la tradition qui demande qu'on garde un corps au-delà de 2 mois ou de 2 semaines. Voyez-vous, à la limite, si la personne est adepte, n'est-ce pas, d'un couvent, c'est qu'il y a des cérémonies à faire pour retirer, pour lui prendre, n'est-ce pas, les attributs ou son appartenance à cette société-là, à ce couvent-là. On dit naïf, vaudou, si en citant. Donc on va, n'est-ce pas, le retourner à son premier état, peut-être qu'il est né. Avant de l'énumérer. Voyez-vous. Alors c'est une cérémonie, en fait, qui ne demande pas beaucoup d'investissement, pas beaucoup d'argent, qui nécessite de la présence, n'est-ce pas, de personnes avisées, n'est-ce pas, et qui nécessite de petites courses, voyez-vous. Ma mère, ma propre mère, paix à son âme, elle n'est sous aussi. Elle est Zomandone aussi. Donc, à son décès, mais écoute, on lui retire, n'est-ce pas, son appartenance à ce cercle-là. Et c'est une cérémonie qui dure juste 72 heures. Voyez-vous? Alors, si au-delà de ça, les enfants estiment qu'ils veulent organiser une animation pompeuse pour leurs parents, c'est eux qui décident. Mais dans la réalité, il n'y a pas de pratique endogène, n'est-ce pas, qui nous exige de garder une personne décédée plus au-delà de mois. Maintenant, après l'inhumation, n'est-ce pas, de la chair, hein, de la personne physique, oui, on peut programmer, n'est-ce pas, des cérémonies sur plusieurs mois. Pour ce qui concerne ma mère, comme je le disais, c'est sur 3 mois, sur 3 bons mois. Voyez-vous? Alors, donc, et ça ne dérange personne. Ça ne bouscule pas les habitudes de la société. Mais lorsque vous gardez le Macabé dans des conditions insalubres, dans des et qu'on en fasse un trafic. Vous avez l'impression que le délai de 30 jours est raisonnable? Donc on estime que c'est suffisamment lorsqu'on regarde les contours de façon classique pour inhumer quelqu'un, je ne sais même pas pourquoi on va autour de 30 jours. Moi j'ai observé personnellement, excusez-moi de tourner ce débat-là à ma personne. Oui, j'ai observé 1 mois jour pour jour pour enterrer ma mère. Elle est décédée un 26 octobre, je l'ai enterrée un 27 novembre. Voyez-vous? Donc, oui, parce qu'il y avait des travaux à faire.
Maintenant, ces travaux-là, on aurait pu les faire quand elle vivait. Voyez-vous? Donc, c'est une question de responsabilité partagée. Oui, si votre parent, vous savez qu'il a un certain âge et que, bon, vous avez besoin de l'entourer d'une certaine joie ou certaines conditions d'améliorer son environnement, faites-le pendant que la personne est en vie. N'attendez pas son décès pour venir le faire. Voyez-vous? Mais dans la plupart des cas, c'est après le décès qu'on cherche à badigeonner ou à passer... À construire d'abord, à construire. À construire. Ça pose problème. Voyez-vous? Maintenant, il y a aussi que la réalité est, pour acquérir aujourd'hui une fosse dans nos cimetières, le minimum c'est 400 000. Voyez-vous, je ne sais pas combien de Béninois ont économisé 400 000 pour aller les sortir un mois avant le... Vous pensez qu'il y a un travail à faire là? Il y a un travail à faire dans tous les secteurs. Revoir par exemple, n'est-ce pas, ou subventionner, accompagner, n'est-ce pas, les mairies, les municipalités qui en principe ont droit à la gestion de ces cimetières, les accompagner autrement pour qu'elles baissent, n'est-ce pas, les coûts d'acquisition de ces fosses-là. Regardez aujourd'hui pour louer un corbillard, on va jusqu'à 150 000, 250 000 par endroit. Voyez-vous, tout ça là, il faut pouvoir réglementer et permettre, n'est-ce pas, aux parents d'inhumer leurs parents à moins de coûts. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire les obsèques des parents sans aller au-delà de 2 millions. Et combien sont-ils? Parce que la fosse c'est déjà à près de 500 000. Voilà, voyez-vous, et il faut payer au minimum 10 jours de morgue, et il faut prendre corbillard, il faut prendre... Avec tout l'affaire qu'ils ont avec. Comment vous appelez ça, cercueil biodégradable, je ne sais pas comment cela se présente, parce que je n'en ai pas encore vu. Peut-être qu'il y a des modèles qui vont nous exposer, et qui a ce marché-là de livraison de cercueil biodégradable. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont en train de fermer des filières pour en ouvrir d'autres. Vous allez écouter Arim Choubadé sur son avis sur le délai de conservation des corps dans les funérariums. C'est vrai que je connais sa réponse à l'avance. C'est un musulman. Est-ce que vous trouvez ce délai raisonnable? On ne va pas nous demander de devenir tous musulmans. Je veux bien savoir si au-delà de 30 jours, l'inhumation n'est pas faite. En fausse combine, c'est dit dans le décret. Enfin, ok, donc... On ramasse les corps, les fous dans... Et j'espère que c'est sans frais. Oui, c'est sans frais, c'est sans frais. Ah non, là, c'est une saisine. Non, justement, au niveau des services chargés d'aller faire ces saisines, il doit avoir un fonds de roulement. Si l'État est prêt à mettre de l'argent pour aller... Mais comment l'État va-t-il contrôler tout ça au niveau des funérailles? C'est ce qu'on dit. Parce que c'est leur business qui prend en cours, là. Est-ce qu'ils ne vont pas combiner avec les parents, changer les dates et tout ça? Voilà, je vais demander la possibilité de dissimulation des formalités. On est capable de ça, de déclarer, de faire de fausses déclarations. Et il faut déjà qu'il y ait un répertoire des funérariums sur toute l'étendue du territoire. Vous apprenez aux auditeurs comment faire du faux, c'est ça? Le faux, c'est dans... Allez-y, Arim. Allez-y. Tu ne vas pas en faire un enseignement sur le set de radio. Non, les gens ne parlent de... Allez-y rapidement. Oui, c'est bon. Non, il y a des pratiques qui datent de plusieurs générations. Où il faut régler tout ça. Il suffit de dire, bon, on décrète. Si on décrète et qu'il n'y a pas de mesures pour contraindre les gens, c'est ça, c'est contraindre les gens. Par exemple, on dit au bout de 30 jours. Le type, il dépasse 30 jours, personne n'est débarqué. Il dépasse 40 jours, personne n'a débarqué. Et le voisin, il va faire pareil. Il peut aller à 30 jours et changer de funérarium. Tout à fait. En principe, non. Non, je vous en prie. C'est possible, je vous en prie. Quand on prend une décision, il faut déjà qu'on explore tous les contours possibles pour savoir comment on peut l'appliquer. Il faut qu'il y ait un véritable suivi. Surtout si les gens n'adhèrent pas à la décision, ça va être difficile. Donc, par ailleurs, je vous dis, chez moi, si moi, par exemple, un parent décède que en 24 heures, je ne suis pas capable de me présenter, on l'a déjà inhumé.
Chez moi, ça ne pose pas de problème. Non, moi, je crois que ça va arriver, hein, ça va le faire parce que déjà, hein, il est entré dans nos pratiques depuis plusieurs années, j'observe, moi, qu'on dit désormais les remerciements seront reçus sur le pavé de l'église ou au cimetière. Non. Et il y a plusieurs années derrière, c'était pas ça. Non, c'est pas évident. Quand vous dites ça, il faut rappeler également qu'il y a des tontines de funérailles. Ah, ça c'est vrai. Qui prospèrent. Si le père de tel décède, ce qu'on a fait, oui. Ton fils, on lui donne la cagnotte. Il fait, donc il sait qu'il doit à tous les membres de la tontine et il doit lui-même à chaque fois que les autres aussi perdent des parents. Est-ce que ce décret va nous contraindre véritablement à changer les habitudes? 30 secondes, Dissel Amousso. Écoutez, tout ce qui touche aux habitudes, aux automatismes, aux faits de société est toujours contraire. Bon, maintenant, la loi est due et elle restera la loi et nous allons évaluer, nous allons évaluer sur le temps. Sur le temps, est-ce que les Béninois vont se conformer à ce décret ou pas? Merci. Vous savez que les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'ananas béninois. Ce produit qui faisait la fierté de l'agriculture béninoise à l'exportation, l'ananas béninois a été malheureusement retiré ces derniers jours du marché français. Les produits concernés sont retirés en raison de concentration au-delà des limites autorisées de résidus de pesticides pour l'un et de présence de contaminants chimiques pour l'autre. Cette situation, vous le savez très bien, a emporté le directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments et je crois quelques-uns de ses collaborateurs. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur véritablement ce qui s'est passé. Wilfried Léon de Rumbedji. Vous vous souvenez qu'en 2016, quand le président Talon arrivait, l'ananas béninois, justement, en ce moment-là, était interdit du marché européen. Il ne remplissait pas les normes du tout. Le président Talon a instruit le ministre de l'Agriculture, les corrections nécessaires ont été apportées et nous avons regagné la confiance de l'Union européenne. Cela est toujours d'actualité. Ce qu'il s'est passé dernièrement, c'est qu'il y a un des exportateurs qui quand même a exporté plusieurs tonnes, je vous assure, dans un court délai, plusieurs tonnes de cet ananas. Preuve une fois encore de l'intérêt qu'il y a pour lui. Et dans le lot de ce qui a été importé, il y a 2 livraisons qui ont été recalées parce qu'il y a des contrôles tous les jours. Dans le cas d'espèces, il y a eu sans aucun doute, on peut le dire aujourd'hui, sans aucun doute, un dysfonctionnement au niveau de l'agence parce que le produit qui est exporté a bénéficié d'une certification de cette agence. Donc, quelqu'un sur la chaîne n'a probablement pas fait son travail ou un dysfonctionnement a fait que l'agence est passée à côté. Et c'est pour cette raison que le gouvernement du Bénin, votre gouvernement, a tout de suite pris ses responsabilités. Le directeur de l'agence a été suspendu. Il y a une procédure ouverte. Il est en train de répondre au niveau de la justice avec les acteurs impliqués dans l'exportation pour comprendre ce qui a été fait. Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement. Dissel Amousso, votre réaction, vous l'avez suivi, non? Écoutez, j'ai suivi, mais c'est à la limite un discours choquant pour nous consommateurs. C'est un discours qui ne nous respecte pas du tout. Voyez-vous, on aurait pu avoir des réactions dès les premières heures de la survenue de cet incident. On n'a pas eu de réaction. On aurait pu avoir des réactions d'experts, de techniciens pour nous expliquer les choses. On n'a pas besoin des explications de Wilfried Léon Rumbedji. Il n'est pas expert en la matière. C'est un journaliste, à la limite. Il s'en fait quand même comprendre. S'il vous plaît, oui. je ne comprends rien. Et c'est manquer du respect au consommateur, ça. Nous venons nous dire qu'on a arrêté le directeur et que avant l'arrivée de Patrice Talon, l'ananas était prisé à l'exportation, était interdit et tout machin. C'est pas de ça qu'on a besoin. On nous dit que notre ananas regorge des produits toxiques. On a besoin de quoi? On a besoin d'explications, de spécialistes. Ces produits-là, de quoi est-ce qu'on parle? Quelle est leur contenance chimique nuisible? Et le stock dont on parle, c'est combien de tonnes? Et quelle est la traçabilité, n'est-ce pas, de ce stock-là? Est-ce que c'est un stock qui est vendu localement, dont une partie est allée en Europe pour se faire détecter, mais le stock qui est resté à l'interne,
Quel est le mécanisme que nous avons pour les retirer, n'est-ce pas, du trafic, pour empêcher ceux qui en raffolent, comme moi, n'est-ce pas, de se laisser intoxiquer? Mais pourquoi est-ce que c'est le directeur et lui qu'on met devant la justice, qu'on envoie en prison? Le ministre, il fait quoi? Le ministre n'a pas de responsabilité dans cette affaire. Les produits chimiques dont on parle là, les intrants ou je ne sais pas, qui ont intoxiqué notre ananas là, viennent d'où? Qui les a livrés? Ben, il faut qu'on règle les choses, qu'on dise les choses. Si on veut aborder un sujet, on l'aborde. Sinon, le mieux, c'est de se taire. Et on saura que le gouvernement n'a rien dit par rapport à nos ananas retranchés des surfaces en France. Mais si on veut en parler, on en parle avec les experts, on en parle avec les techniciens, on en parle avec les spécialistes, on en parle avec ceux qui sont capables de désintoxiquer les consommateurs qui ont avalé ça par mégarde ou par méconnaissance. Narguer à la limite des consommateurs. Arnaud Choubalé, vous avez également l'impression que de n'être pas convaincu suite aux explications du porte-parole du gouvernement. Vous auriez aimé, comme l'a dit Dissel Amoussou, qu'un technicien vienne plancher pour nous expliquer véritablement ce qui s'est passé? Non, mais Léon Moudi, c'est porte-parole. C'est pas lui-même qui s'exprime. Il exprime la parole du gouvernement. Si on vous met là, vous allez faire exactement pareil. Donc, celui qui nargue les Béninois, c'est le gouvernement béninois. C'est pas Léon Moudi, il n'est même pas ministre. Il n'a même pas à avoir de délibération au Conseil des ministres. Quand il finit de bavarder, lui, il prend la parole pour expliquer. De parler, pas de bavarder. Tout à fait. Enfin, allez-y. Qu'il parle, qu'il bavarde, c'est pas sa responsabilité. C'est pas la même chose. C'est pas sa responsabilité. Il joue un rôle. Donc, c'est notre gouvernement qui se fout de sa population. Quand on parle d'exploitation, on pense que quand c'est en France ou en Europe que c'est exporté. Alors que si vous allez vous asseoir à la frontière, là qu'on dit, vous voyez des bâchers défiler avec. Je ne sais pas si c'est. Je sais qu'il y a des problèmes après le rejet en France où les bâchers ont de plus en plus de problèmes. Mais vous prenez l'orange, vous prenez d'autres fruits, ça passe allègrement à la frontière avec le Togo par exemple ou avec le Nigeria. Mais on ne comptabilise ça, c'est de l'exportation aussi. Oui, voilà. Mais on ne comptabilise pas ça dans l'exportation parce qu'il n'y a même pas de laboratoire installé là pour vérifier la toxicité des produits avant leur écoulement. Vous comprenez? Mais il y a un problème d'un produit qui circule et qui a été arrêté en France. Alors on peut... Bon, qu'est-ce qu'il y en a au pays? Qu'on nous rassure pour dire non, ce qui est consommé au pays, ce n'est pas concerné. Nous nous rassurer que ce n'est pas concerné par ce qui a été découvert en France, et que bon, le reste, ça a été circonscrit et que les responsabilités ont été situées. Maintenant, on n'a pas situé les responsabilités, mais les mesures conservatoires n'ont pas été prises. Je ne sais pas s'il a arrêté un DG, déjà une mesure conservatoire qui évite que... Vous aurez aimé qu'on fasse quoi sur la question? Non, mais c'est ça que je vous dis. Les Français, eux, ils ont analysé et découvert qu'il y a de la toxicité dans notre ananas. Mais on peut déjà trouver que, bon, c'est de la même famille que ce qui circule par ailleurs. Après, ce qu'on me dit que c'est exclusivement ces ananas qui sont contaminés et que le reste qui est consommé, ou que nous avons développé une résilience sanitaire par rapport à ces ananas et que nous on peut consommer sans problème, mais que les Français, eux, ils ne doivent pas consommer. Alors, si on nous situe, il n'y a même pas de débat. On sait que, bon, on attendra en ce moment-là que les résultats de tout ce qui a été fait soient dévoilés. Mais on n'a même pas encore circoncis le mal, mais on a déjà des gens en prison. Et le produit circule. Ailleurs, pas, sauf dans l'Union européenne où eux, ils ont des gens en prison parce que le porte-parole du gouvernement l'a dit, sur la chaîne à l'exportation, il y a un manquement. C'est ça que je vous dis, que l'exportation ne concerne pas seulement l'Union européenne. L'exportation concerne les pays voisins. Et il y a une consommation interne. À moins qu'on nous dise que personne ne consomme l'ananas au Bénin, nous consommons l'ananas au Bénin. Est-ce que c'est de la même... c'est pas si on a circoncis l'origine du mal,
Et quand on nous dit non, c'est ce qui est produit peut-être par c'est tel producteur qui est situé, c'est pas dans la zone de Sékou, hein, et qu'on a déjà trouvé le rayon d'acheminement de ce stock-là et qu'on a déjà circonscrit. Et que le reste peut être en consommation sans problème, y compris en France. Si c'était ça, personne ne serait en train de faire des débats. Mais aujourd'hui, on dit, oui, les Français ont déjà... C'est même pas le Bénin qui a découvert, c'est les Français qui ont découvert. Donc on pourrait élargir les investigations pour voir s'il n'y a pas d'autres stocks qui sont contaminés. Je ne sais pas si ce que nous consommons est contaminé. On ne dit pas que tout ce que les gens consomment aujourd'hui est contaminé, mais qu'on arrive à circonscrire le mal, et puis on peut faire un débat correct. Mais là, on dit seulement qu'on a circoncis le directeur général. Nous ne consommons pas le directeur général, on consomme les ananas. Donc vous appelez le gouvernement à donner plus d'explications sur le sujet. Non, c'est pas une obligation. Normalement, c'est tout le stock d'abord. C'est du fait. Et après les investigations, on sait que non, ce stock-là n'est pas concerné, celui-ci n'est pas concerné, et on laisse ça en consommation. Maintenant, là où il y a des doutes, on essaie d'éclaircir la situation. Sinon, tout le monde veut nous accuser. Même la zone de production, on doit pouvoir identifier tout ça. C'est le lieu de s'interroger sur la provenance des intrants, non, qui rentrent dans la ligne de compte de la production de l'ananas au Bénin. Il paraît qu'il existe sur le marché noir des intrants. Des intrants qui viennent du Nigeria voisin et autres. Il paraît. Mais nous sommes dans un état, non? Si le gouvernement ne peut plus gérer le pays qu'ils disent, on ne peut pas dire pareil. Le gouvernement doit être de façon précise, nous dit, mais ils ont creusé des tranchées le long des frontières pour empêcher l'écoulement du soja ou des trucs de soja, non? Les tranchées étaient creusées quand? Ben, je ne sais pas. Vous ne m'avez pas associé quand vous creusez les trucs. En tout cas, c'est pour vous dire, si y a des mesures qui ont été prises, qu'on les expose. Au fait, on ne peut pas accuser le gouvernement d'avoir fraudé. Si des paysans ou des producteurs étaient impertinents, ben qu'on leur applique les dispositions qu'il faut. On ne peut pas me dire qu'au Bénin, vous pouvez produire, on ne sait pas la provenance, et on sait ceux qui importent les intrants au Bénin. En plus, l'ananas, il faut le dire, hein, c'est un fruit qui reçoit la certification avant d'aller à l'exportation. Ça veut dire qu'il y a des structures responsables de dire, écoutez, oui, c'est à la consommation. Et ces structures-là ont quand même fait le travail en disant que les produits qui sont incriminés aujourd'hui sont sains, étaient sains à l'exportation et à la consommation. Je crois qu'il y a un véritable problème et on nous doit de nous respecter en tant que consommateurs, de nous dire ce qu'il en est. On a encore quelques 3 minutes. À l'issue du 65e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été nommé facilitateur de l'organisation pour la discussion avec les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Selon les informations, il va travailler en collaboration avec le président togolais Faure Gnassingbé dans le cadre de cette mission importante. Comment, Arémé Choubali, entrevoyez-vous sa mission qu'il va conjointement mener avec Faure Gnassingbé? Mission délicate? Non, ce qu'on a le plus remarqué, c'est les muscles de la CEDEAO. La CEDEAO a expliqué que les 3 partants risquent les risques qu'ils encourent, gel de leurs avoirs, enfin, problème avec le CFA, les ressortissants qui désormais devaient obtenir des visas avant de visiter les pays, rester fidèles à la CEDEAO. Je crois que c'est beaucoup plus ces aspects qu'on a entrevus qu'une volonté de négociation. Je crois que il y a une volonté de négociation aujourd'hui, des facilitateurs ont été donnés. Non, on n'a même pas réglé encore les problèmes causés par les sanctions. Il y a des difficultés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Ghana, le Bénin avec le Niger. On n'a pas encore soldé ce passif-là. On n'a pas soldé ce parti. Il faut passer ça en petit profit et avancer. Oui. Je crois. Non. Attendez, parce que vous savez, aujourd'hui encore. On n'a que 3 minutes. Aujourd'hui encore, le président Ibrahim Traoré a porté des accusations fermes contre le Bénin qui seraient
qui abriterait encore des camps pour déstabiliser le Burkina. Oui, il y a un député béninois qui se sert de relais, non, qui dit que lui, il a des preuves. Est-ce que vous pensez, Distella Moussou, est-ce que vous pensez que Diomaye Faye pourra réussir sa mission avec le président togolais? C'est vrai qu'il n'a pas été, il n'était pas président lors de l'imposition, c'est un atout, non? Dans tous les cas, je ne changerai pas de posture. C'est de laisser l'AES faire son cheminement. Le Bénin est bien membre du Conseil de l'entente avec d'autres. Non, ça n'existe plus. Non. Bon, alors, donc le Bénin était quand même, avant d'être au sein de la CEDEAO. Moi, je dis, laissons le cheminement AES, mais trouvons l'occasion de nous parler, responsable de la CEDEAO, un responsable de l'AES, et que ce soit pour les peuples. Donc vous n'êtes pas pour une quelconque négociation avec l'AES pour faire revenir ces trois pays à la CEDEAO. On ne va pas, même en revenant, en leur demandant de revenir à la CEDEAO, on n'est pas obligé de leur dire de dissoudre l'AES. L'AES, il parle de confédération. On peut penser à une collaboration. Écoutez, c'est des gens qui se sentent bien ensemble. Très bien. Prenons-les bien ensemble au sein de la CEDEAO pour en faire une force commune. Mais eux n'en veulent plus. C'est pour ça qu'il faut continuer de... Ils ont même dit que c'est irréversible. Il faut continuer. Écoutez... Pourquoi c'est pas nous qui rentrons dans la... Dernière question, est-ce que Bassirou Diomaye Faye n'a pas des atouts de réussir cette mission? On lui connaît. Son discours panafricaniste, souverainiste, il n'était pas président lors de l'imposition. Est-ce que tout ça là ne va pas jouer lors des négociations? Écoutez, s'il va faire ce job-là avec Foy Adéman, je ne le vois pas en train de réussir sa mission. Merci. Parce que Fort a une posture très ambiguë par rapport à la CEDEAO. Pas ambiguë, parce que toutes les médiations tournent autour de Fort. Quelle que soit la médiation qu'on nomme, on retrouve le nom de Fort. Oui, simplement parce qu'on sait qu'il est en train de jouer à un jeu. Il est en train de jouer à un jeu et le sorti de la négociation. Merci. La paix Soglo Yahi est encore plus efficace que... Merci, chers invités. Merci à Distella Moussou, Arimi Choubadé. Je rappelle que Distella Moussou est consultant, Arimi Choubadé, journaliste. Ils étaient dans ce studio pour opiner sur quelques faits brûlants de l'actualité. C'est actu et débat qui se referment. Mise en onde, Hilaire Espoir à Guémon. Prise de vue, Job Chikper. Présentation, Brice Bill a été dit. Bonsoir chez vous.